Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, ou au contraire, pour y plonger directement, j'aimerais vous donner quelques nouvelles du théâtre. Nous avons eu la semaine dernière notre comité de suivi, c'est-à-dire notre réunion avec l'ensemble des partenaires institutionnels, financeurs du Théâtre Garonne. Et la DRAC Occitanie nous a annoncé une coupe pour 2026 de 200 000 euros. Oui. Donc, coupe très importante qui suit celle de 2025 de 150 000 euros. C'est-à-dire une diminution de 41% en 2 ans. Et c'est beaucoup. Et cela nous laisse malheureusement sans grande, voire aucune capacité d'adaptation. Et après discussion avec l'ensemble des partenaires du comité, l'État essaie d'alléger cette baisse vers 150 000 euros. La ville de Toulouse réfléchit à une possible intervention, de même que le département. Et ces solutions pourraient aider Garonne à passer 2026. Mais les interrogations demeurent pour 2027, puisque même dans les meilleures projections actuelles, c'est-à-dire si l'on obtenait tout ça, nous ne serions pas en mesure de programmer au-delà de ce qui est prévu, de ce que nous allons vous présenter ce soir, c'est-à-dire au-delà de mai 27. Il n'y aurait pas d'avant-première avant Avignon 2027 et il n'y aurait pas d'automne 2027 si la situation budgétaire n'évoluait pas. Voilà pour ces nouvelles que nous avons évidemment reçues fraîchement. Nous affrontons ces difficultés alors même que l'ensemble des partenaires, de ces mêmes partenaires publics, a constaté la dynamique retrouvée du théâtre, l'augmentation et la diversification des publics, de la fréquentation, un rayonnement dans la presse locale et nationale, et a salué unanimement les orientations du Théâtre Garonne, l'allongement des séries, le soutien à la création, la généralisation et l'extension des partenariats. Par exemple, sur 21 des 27 spectacles de la saison prochaine sont en partenariat, ce qui est énorme. La recherche d'autres financements, la gestion rigoureuse des charges de structure, la gestion responsable des ressources humaines, et ainsi que les deux axes donc, que nos partenaires ont salués, les deux axes que Garonne appuie et soutient très volontairement, l'un autour de la scénographie et l'autre autour de l'inclusivité. Donc c'est tout ce travail de construction d'un nouveau modèle qui nous fait travailler ensemble, et j'espère, et j'envoie naturellement un appel à nos financeurs, que nous y arriverons collectivement. En tout cas, vous pouvez compter sur notre grande détermination pour faire notre possible et faire vivre cette aventure ensemble, car cela en vaut la peine, à l'image de cette nouvelle saison qu'on va vous présenter, où nous avons encore renforcé l'action du théâtre pour le soutien des artistes et de la création. Quasi la moitié de la programmation sont des spectacles coproduits, et la rencontre avec tous les publics de manière encore élargie. Donc, vous voyez l'image de cette nouvelle saison. Nous avons repris les rideaux d'Ulla von Brandenburg qui se soulève à moitié pour découvrir le paysage. Il y a 7 mains. Donc, au vu des dernières nouvelles que je vous ai données, certains y verront un bras coupé. Mais il y a au contraire une main qui se tend et qui cherche son espace, puisque l'art avance souvent par tâtonnement et que nous envisageons toujours Garonne comme un théâtre d'art. Marie, je te passe la parole. Bonsoir, je reviens sur cet axe de l'accessibilité, inclusivité qu'a évoqué Aurélien. Parce qu'après plusieurs années à Garonne à produire la création d'audio-description des spectacles pour les personnes déficientes visuelles, à mettre en place des propositions d'action culturelle adaptées à certains publics qui n'y ont pas accès d'ordinaire, je pense au public sourd et au public déficient visuel, et plus récemment à la mise en place des représentations relax. Le théâtre s'engage à nouveau, mais développe aussi cet aspect-là de l'inclusivité du côté du public, mais aussi du côté du plateau, des artistes.
Donc cette année, on a rejoint le réseau, le tout jeune réseau Scènes Inclusives, qui est porté par le Centre national de création adaptée de Morlaix, et qui regroupe une douzaine de structures culturelles françaises et belges, pour cheminer ensemble vers cette question de l'inclusivité et faire en sorte que les spectacles portés ou interprétés par des artistes en situation de handicap entrent dans le jeu de la production, de la diffusion, au même titre que les autres œuvres artistiques. Donc nous retrouverons plusieurs spectacles cette saison qui sont concernés. Et nous démarrons dès septembre avec le spectacle Celui qui voit de Lucie Lataste, qui est une artiste qui travaille depuis de nombreuses années avec la communauté sourde, et ici avec Pierre Jaja, qui est un danseur libanais sourd, et Laïla Zitouni, chanteuse franco-algérienne. Celui qui voit est inspiré de l'œuvre de Jeanne Benhammer, L'exil n'a pas d'ombre, qui nous invite à une traversée du désert d'un homme et d'une femme en exil. Et au plateau, les artistes déplient les langues, provoquent les imaginaires que l'on déploie pour créer et cheminer ensemble. Et en quelque sorte, dans leur quête du poétique, ils inventent une langue. Alors l'équipe sera 2 semaines en répétition au Théâtre Garonne et présentera la création dans le cadre du festival Signaux, qui est un théâtre en langue des signes et d'artistes sourds. Je crois que... Et le spectacle, donc ça c'était en septembre, on commence très tôt la saison, Celui qui voit. Et ensuite, on arrive le programme, le spectacle d'octobre, donc qui est comme cette année, comme cette saison, une longue série. Et il s'agit du spectacle Les Gaulois d'Olivier Martin et Thomas Blanchard. Les voici. Donc vous avez vu Olivier Martin Salvant au Sorano, dans Les Gros patinent bien, le spectacle de carton. Vous avez vu Olivier Martin Salvant dans Jacqueline, ici au Théâtre Garonne, ou alors il y a 10 ans dans un spectacle que j'avais mis en scène autour du travail de Pérec. Donc Les Gaulois est un spectacle qui vient d'être créé au Printemps des Comédiens à Montpellier. Et c'est un texte de Marion Aubert qui, à la demande d'Olivier Martin Salvant et Thomas Blanchard, qui ont voulu composer un duo un peu comme Astérix et Obélix, vu leur physique, un petit et un gros, qui s'interrogent sur leur identité, leur origine, leur gauloiserie et plus généralement leur rapport à la violence. Donc, dans une scénographie de Cléda Petitpierre, qui seront d'ailleurs les scénographes invités du festival Scéno cette année, une scénographie qui représente un chemin, une butte, une forêt aux arbres coupés. Nous suivons le parcours de 2 compères arrêtés justement au bord du chemin. On pense à En attendant Godot, et qui passent par différents personnages, des hommes sangliers, des Gaulois, eux-mêmes, Olivier et Thomas, ou des gendarmes, en s'interrogeant sur une histoire enfouie sous la forme d'une enquête. Donc c'est un texte d'aujourd'hui, un formidable duo d'acteurs. Les Gaulois, c'est en quelque sorte un poème archéologique où les couches d'une histoire sédimentée remonteraient en surface. C'est drôle et grave à la fois. Garonne est coproducteur. Il y aura 8 représentations en partenariat avec le théâtre Sorano. À noter qu'il y aura 2 bords de scène pendant cette série et une représentation relax. Pour rappel, les représentations relax sont dans une démarche inclusive où toutes les réactions dans le public, notamment oralisées, sont les bienvenues. Et par ailleurs, cela fait sens avec le travail d'Olivier Martin Salvant, dont la création précédente, Péplum médiéval, était avec des acteurs de la compagnie Catalyse, résidente au CNCA, dont Marie vient de parler, le CNCA à Morlaix, et que le Garonne a donc rejoint dans le réseau des scènes inclusives. Et dans ce même mois d'octobre, bonsoir, on va retrouver des gens qu'on connaît bien ici, mais moins peut-être là où ils vont être, avec Stan, TG Stan, et 1, 2, 3 Poquelin. Alors, 1, 2, 3 Poquelin, c'est quoi? Le malade imaginaire, l'avare, le médecin malgré lui, une demi-douzaine de pièces, 5 heures de spectacle, pas moins de 40 personnages interprétés,
et 8 interprètes pour jouer tout ça. 1, 2, 3 Poquelin, c'est un peu un best-of Molière. Le projet un peu fou du collectif TG Stan, collectif flamand, belge, qui recompose façon puzzle des extraits d'une œuvre multicentenaire pour lui faire raconter une nouvelle histoire. Une histoire, celle du monde d'aujourd'hui. Et donc, pour des publics d'aujourd'hui. Depuis le temps que Garonne est, comme ils le disent eux-mêmes, la deuxième maison du collectif TG Stan, nous sommes en fait très heureux de les avoir un peu poussés hors de la maison pour les amener dans un autre théâtre, partenaire sur ce coup-là. Donc on est très heureux qu'enfin, ils puissent jouer sur le grand plateau du théâtre de la Cité, et en fait avec 3 versions de ce spectacle, puisque en réalité, il y aura 2 versions courtes de 2 heures. Vous pourrez choisir votre version selon si vous préférez. Les 2 versions tournent l'une plutôt autour de l'avare, l'autre plutôt autour du malade imaginaire. Donc si vous êtes plutôt team avare ou plutôt team malade imaginaire, choisissez votre version et du coup vos jours, c'est indiqué sur le programme. Et puis sinon, ne choisissez pas, c'est-à-dire allez voir l'intégrale. Donc 5 heures, avec 1 heure d'entracte, hein, quand même, le temps de grignoter, tout ça. Ça, ce sera le samedi. Et visiblement, ce sera, ces 5 heures, quand même un des grands événements théâtraux toulousains, après très certainement avoir été un autre grand événement théâtral au Festival d'Avignon, où ils vont créer le spectacle. Et pour info d'ailleurs, toutes les représentations sont en intégrale là-bas, et elles sont déjà pleines. Et je te passe la parole, Marie. Alors on poursuivra avec Une famille pyrénéenne de la compagnie Toro Toro, qui est un duo de jeunes artistes qu'on a déjà accueillis à Garonne. Nance Laborde Jourda, qui écrit et met en scène, et Margot Alexandre, qui cette fois est au plateau, avec 4 comédiens, comédiennes non professionnels. Ils aiment bien ce côté-là, en général dans leur création. Nance s'est inspirée des pastorales pour écrire cette pièce. Donc ce sont des pièces de théâtre populaires amateurs qui sont jouées dans les Pyrénées, dans les villages. Et comme il a grandi au pied des montagnes, dans le Béarn et à la frontière avec le Pays Basque où se jouent encore ces pastorales, mais aussi à la frontière avec l'Espagne, qui a représenté pour lui, dans sa jeunesse des années 90, beaucoup de liberté, toute la movida espagnole, la fête, la liberté sexuelle, etc., qu'il pouvait se représenter, en contraste total avec son village d'origine. Et donc c'est à partir de ces 2 univers-là qu'il a écrit Une famille pyrénéenne, qui est donc une histoire sur une famille, une mère, son fils, sa fille, la grand-mère et la voisine de palier. Et le temps du spectacle, nous aussi, nous faisons partie de cette famille, modeste, disons. Nance et les artistes déroulent un bout de leur vie de famille, on pourrait dire le début ou la fin ou le début, c'est-à-dire le moment où les enfants quittent le giron. L'émancipation et l'éclatement de la cellule familiale qui était jusque-là, qui a composé ensemble jusque-là. Et Nance dit de ce spectacle que c'est un hommage au labeur et aux vies de ces personnes qui ignorent que c'est pourtant grâce à elles que tout tient debout, cette périphérie centrale d'où je viens. Donc il y a une part autobiographique dans ce spectacle. Et cette famille qui est très populaire mais aussi très originale va nous embarquer avec le chant, beaucoup, la danse, le pole dance aussi, et bien sûr le jeu du théâtre. Et c'est quelque part, il semblerait, à la fois dans le beau, dans la beauté et dans le drôle. Et ce sera créé à l'automne. On est très impatient de découvrir cette pièce, sachant qu'aussi que Nance réalise des films, et c'est un point assez remarquable dans l'écriture qu'il a du théâtre. Il y aura une audio-description de ce spectacle en direct au casque, un soir de représentation. Voilà, et puis je laisse la parole à Stéphane. Alors, il y a de la danse, effectivement, dans Une famille. Le premier spectacle de danse, si j'ose dire, de pure danse, est en novembre également, s'appelle Gush is Right. Alors, peut-être commencer par Gush. On ne va pas faire tous les mots, hein, mais juste Gush. Tout le monde ne sait pas ce que c'est, et c'est important. Gush,
En anglais, c'est à la fois le jaillissement et le débordement. Et il est question des deux dans cette pièce conçue, interprétée par 5 chorégraphes qui habituellement ne travaillent pas ensemble. Donc vraiment, ils se sont trouvés, ils se sont cherchés et trouvés pour faire ce spectacle. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont par contre de la même génération. Ça compte aussi, je pense, dans le sujet et le traitement du spectacle. Partagent le même talent. C'est littéralement un casting 5 étoiles, si vous ne les connaissez pas, ou si vous ne les connaissez pas tous ou toutes. Vraiment, surveillez-les au-delà de ce spectacle. C'est un peu, voilà, ils sont déjà très repérés, mais c'est un peu l'avenir voilà, de la danse française. Ce qu'ils partagent aussi, c'est un regard, on va dire, perplexe sur notre monde qui, justement, est en débordement perpétuel. Société de consommation, plutôt effrénée, surproduction, croissance sans limite, etc. Alors eux, avec ce spectacle, ils posent la question du ralentissement, de la sobriété, des trucs pas trop à la mode en fait, dans une scénographie qui justement, elle, est encombrée de tous ces objets qui inondent notre quotidien, genre une canette, un sac plastique, des téléphones, voilà. Donc c'est un peu entre la poésie brute et le cabinet de curiosité, on va dire. Et avec une chorégraphie volontairement lente et ritualisée comme acte de résistance contre cette société de la vitesse, mais qui va progressivement vers un jaillissement final qui, lui, est comme un acte de vie, on pourrait dire, et de libération. Parce que, en fait, le dernier sens du mot gush, au figuré, en anglais, ça veut dire jouissance. C'est comme ça que finit le spectacle. Gush is great. C'est pour ça qu'il est great. Alors, le saut du lit, à la suite, d'Elena de Laurens, c'est un spectacle ovni, si je peux dire. C'est encore une création à l'automne. Elena de Laurens, elle est comédienne, chorégraphe et danseuse, et vous l'avez peut-être déjà vue dans les pièces de Marion Sieffert, notamment dans le Jeanne d'Arc qu'on avait présenté avec le Théâtre du Sorano il y a quelques années. C'est une artiste très physique et elle a développé un jeu bien à elle autour de la grimace, du grotesque et des danses du visage, comme elle les appelle. Et donc ces jeux-là, elle va les explorer plus en profondeur pour cette première pièce de théâtre qu'elle crée, autour de la figure de la diva. Donc je la cite, « Le saut du lit est la rencontre entre deux désirs, celui d'explorer l'imaginaire du lit et celui de mettre en scène ma relation à l'opéra. Je ne suis ni musicienne ni chanteuse, c'est donc en tant qu'auditrice et spectatrice mélomane que cette relation s'est tissée. Et l'opéra est un moteur pour mon imaginaire théâtral et chorégraphique, un réservoir de fiction et de personnages. » Donc la matière, c'est l'apprentissage du chant lyrique auquel elle s'adonne depuis 3 ans, et la figure de la diva, les opéras et cet imaginaire du lit, pour une recherche autour de la métamorphose. Donc il va s'agir de torsion de ces figures et de ces caricatures, de ces images, de ces imaginaires communs qu'on a autour de ces figures, pour fouiller et trouver quelque chose d'absolument nouveau dans sa façon de... Ah, il n'y a qu'une image, c'est dommage. C'est un spectacle très très visuel, de corps, avec du chant, de la musique au plateau, et qu'elle pousse et transforme vraiment pour en faire une matière de théâtre. Voilà, ce sera présenté avec le Théâtre du Sorano dans le cadre du festival Supernova. Alors, prochain spectacle, c'est un spectacle de Rocio Molina, Calentamiento. Rocio Molina est une figure majeure du flamenco contemporain, une des plus grandes danseuses actuelles. Elle est venue l'an dernier, ici, au Garonne, initier ce travail, faire une petite résidence, présenter une performance publique. Peut-être que certaines d'entre vous l'ont vue, une performance absolument prodigieuse, accompagnée par les plasticiens de Cabo San Roque, qui est une équipe catalane qu'on aime beaucoup et qu'on suit à Garonne. Donc Calentamiento est la création agrandie de ce premier geste avec 6 artistes au plateau. Calentamiento veut dire échauffement, c'est-à-dire ce qui précède chaque danse, mais aussi l'échauffement qui découle
de l'acte de danser jusqu'à l'épuisement. Le flamenco comme une danse qui ne s'arrêterait jamais de chauffer. Ce sera au Théâtre de la Cité, en collaboration avec le Théâtre de la Cité, la Place de la Danse et le Festival 9-9, et nous avons une vidéo. Antes de empezar con el calentamiento, comenzaré con un calentamiento previo al calentamiento para empezar a calentarme antes de empezar. Comienzo con un calentamiento. La flamenca llamamos una tabla de pies. Baja los hombros, mete la costilla. Eso es. Pero creo que lo mejor es olvidar, volver atrás, de nuevo juntos comenzar. Si la vida nos separó, fue sin querer, ¿qué vas a Si hasta el médico te lo dice, por si acaso usted no pare, no vaya a ser que algún día no puedas volver a empezar. nadie te quiere? Eso es, yo quiero meteros en el estómago, Molina, lo que es el flamenco. Nadie te quiere ya, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Nadie te quiere ya, nadie te quiere. Voilà. Je précise pour ceux qui n'ont pas tout compris que pendant le spectacle, c'est surtitré en français, toutes les paroles, les passages que Rossia dit en espagnol. Voilà, spectacle vraiment à découvrir au Théâtre de la Cité. Ça va être quelque chose. Alors, je vous présente maintenant le spectacle Seuil de Marius Fouillant et Aimé Rosier. Marius Fouillant et Aimé Rosier sont deux acrobates. Donc, ils se sont rencontrés à l'école Fratellini, qui est une école évidemment très réputée pour l'acrobatie. Ils se sont retrouvés sur ce projet autour d'une expérience dramatique commune, à savoir la mort de leurs partenaires respectifs et la prise de conscience que cela avait constitué pour eux un autre rapport au corps et à l'acrobatie. Et plus généralement, ça avait modifié leur rapport au travail et que c'était une présence, d'une certaine manière, immuable dans leur relation sur scène. Donc ils recomposent dans Seuil un nouveau duo, c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble, mais aussi une autre dualité, poids mort, poids vivant, en travaillant avec des mannequins qui reproduisent à l'identique leur propre enveloppe corporelle. Et donc, ils vont s'employer à animer ces mannequins, d'une certaine manière à les imiter, mais aussi à les faire devenir acrobates. Et on va réaliser que ces mannequins sont d'excellents acrobates. Et de composer avec ces corps, finalement, qui sont, pour Marius et Aimé, un double de soi inanimé, hein, une danse, un dialogue avec l'outre-monde ou l'outre-soi. Donc, le Théâtre Garonne est coproducteur de ce spectacle. Seuil sera créé à l'automne à l'Agora de Boulazac, mais ils vont être dans leur dernière résidence de création ici, en septembre, à Garonne. Et j'accompagne ce projet en dramaturgie et dans la dernière ligne droite de création. À noter que Seuil est lauréat du programme Circus Next. Nous le présenterons en novembre en partenariat avec Marionettissimo et avec La Grainerie. 5 représentations, dont un bord de scène interprété en langue des signes, du fait que le spectacle est naturellement accessible. Et je passe la parole à Stéphane. Qui la récupère d'abord pour ajouter une petite chose sur Gush, parce qu'on ne le fait pas tout seul en fait, Gush, et je n'ai pas dit avec qui on le faisait. En fait, on le fait avec 9-9 dans le cadre du festival et avec la Place de la Danse. Voilà, ce petit oubli étant corrigé. Alors, juste après, il y a Oh La La Land. Voilà, c'est ça. Oui, ça ne suffit pas, je ne m'arrête pas là, hein, mais ça donne déjà une idée. Oh La La Land, c'est du théâtre, c'est de la musique, c'est du cinéma, tout ça en même temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait en partenariat avec
la Cinémathèque avec Synchro, avec le festival Synchro. Bonjour Franck Lubet de la Cinémathèque. Oh La La Land, c'est une sorte d'enquête, comme une enquête policière, ou un conte d'initiation, qui est aussi une enquête, au pays de Madame Oh La La. Sauf que Madame Oh La La, son pays, il est tout entier dans sa tête. Et dans la tête de Madame Oh La La, c'est une sorte de grande foutoir, absurde, poétique, où les grandes personnes sur le plateau, par exemple, elles peuvent disparaître dans un trou de souris. Parce qu'en fait, une partie de la scénographie, c'est une projection. En fait, c'est une sorte de bande dessinée mouvante. Et donc, ça permet plein de petits artifices, comme ça, un peu de tour de magie, qui racontent en fait toute l'histoire et qui racontent tout le monde qu'elle a dans sa tête. C'est aussi un endroit où les enfants, ceux du public, peuvent, eux, par contre, non pas se perdre, mais se retrouver. Parce que ça correspond beaucoup à un univers très enfantin. Mais c'est aussi un endroit où ils peuvent se retrouver avec leurs parents. Parce que le spectacle, donc, s'adresse aux deux, et c'est super important. C'est tout le projet de ce spectacle. Depuis toujours, Clémence et Lionel, qui sont donc les artisans de ce spectacle, et dont on a vu ici toute leur création, en fait, jusqu'à très dernièrement Madame l'Aventure, que Garonne avait produit. Depuis toujours, ils déploient dans leur spectacle, donc, et à eux deux tout seuls, un univers tellement loufoque, tellement coloré, tellement sans limite, tellement riche de cet artisanat du théâtre, qui n'est jamais éloigné de, on va dire, l'imaginaire, donc enfantin. Vous savez, quand on prend l'imaginaire enfantin, je m'étais promis de ne faire que lire, mais bon, quand même. L'imaginaire enfantin, c'est par exemple quand on prend une boîte de chaussures et on décide que c'est un vaisseau intergalactique. Et tout le monde, et ça pose pas de questions à personne. Voilà, eux, c'est ce théâtre-là. Ils mettent en place des choses absolument incroyables, et les enfants, comme les parents, achètent le truc et rentrent dans cet univers-là. Voilà. Donc forcément, il fallait que ces deux-là finissent par créer un spectacle tout public, c'est-à-dire, donc pas juste pour les enfants, mais pour l'enfance, celle qui est en nous, celle qui s'émerveille de tours de magie, de numéros d'acteurs, pensez à Buster Keaton, pensez à Jacques Tati, de tourbillons de couleurs, important les couleurs. Là, ça n'apparaît pas, mais parce que c'est aussi un spectacle qui par moment est en noir et blanc. C'est rare un spectacle en noir et blanc. C'est aussi pour ça que c'est dans Synchro, sûrement d'ailleurs, en fait. Et de cette enfance qui s'émerveille de plein de monde, qui se chevauche, se mêle sans cohérence, un peu comme dans les rêves, et surtout sans se poser la sempiternelle question du réalisme, qui est une question vraiment, pour le coup, d'adulte. Alors, petit quiz final. Quel serait le lien entre l'histoire d'une fausse note, les 234 rêves de Madame Oh La La, un peuple de souris, un requin volant et l'art décalé d'un bon petit-déj? Non, vous ne pouvez pas répondre. En fait, pour avoir la réponse, il faut voir le spectacle, qui sera donc présenté en décembre et avec une audio-description le 3 décembre et une représentation relax le 5. Et je poursuis avec Tout doit disparaître. Donc pas dans le trou de souris, là c'est plutôt l'espace-temps, mais quand même imaginaire. Donc Tout doit disparaître de Stéphanie Aflalo. C'est le 3e volet de ses récréations philosophiques. Et pour commencer, je cite Stéphanie, parce qu'apparemment j'adore citer les artistes. Tout doit disparaître est un entraînement au deuil, axiome stoïcien et exercice pratique à l'appui, prenant au pied de la lettre l'adage selon lequel philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc au plateau, Stéphanie interagit avec l'image de son père en vidéo, et père et fille dialoguent sur l'absurde, sur la farce, la vie, et invente des rituels et des petites actions un peu ridicules pour entraîner et préparer Stéphanie au lâcher-prise face à la mort. En fait, c'est surtout pour Stéphanie une tentative d'apprivoiser l'impossible de la séparation de cet être cher. Donc, enfermant son père dans une télé, l'idée est de rendre ce spectacle
intemporel pour résister à la mort. D'abord comme un entraînement, et puis par la suite, plus tard, dans quelques années, comme un miracle si le spectacle est toujours joué. Stéphanie est férue de philosophie, c'est la matière première de ses spectacles. C'est une artiste qui joue beaucoup avec le public, à partir d'une esthétique souvent un peu désuète, mais aussi surtout par l'humour. Et elle mise tout sur la fabrication de la pensée par la conversation et par le jeu de la parole. C'est vraiment sa marque de fabrique. Et elle a ce don de transformer la théorie en théâtre. Ici, moi, dans ce spectacle, ce qui m'a touchée, c'est cette première image aussi. Ce qui m'a touchée, moi, c'est vraiment l'intimité qu'elle partage et la relation avec son père, tout l'amour qu'ils ont fabriqué toute leur vie, et qui est rassemblé ici dans ce petit écrin du théâtre et même ce petit écrin de la télé. Et on découvre, chemin faisant, au cours de la pièce, sa vulnérabilité. Et donc elle fait ça avec beaucoup de pudeur, parce que ça reste Stéphanie Aflalo qui fait beaucoup de blagues dans ses spectacles et qui parle beaucoup de philosophie. Mais elle nous livre vraiment cette vulnérabilité-là, très discrètement. Donc dans la douceur de ce qu'elle raconte, mais aussi de sa danse, du piano qu'elle joue, et dans le regard de son père. Et les Un Rock résument bien ce spectacle en une phrase: un bijou de preuve d'amour en forme de trompe-la-mort. Voilà, ce sera présenté avec le Sorano. Tout doit disparaître, donc un titre parfait pour finir l'année. Et commencer l'année, donc 27, avec la deuxième édition de Céno. Donc après la première édition qui a été un grand succès, on doit dire, public, presse, nous partons sur la deuxième avec les mêmes principes, c'est-à-dire consacrer un festival à la scénographie, c'est-à-dire ce qui constitue le premier geste au théâtre, penser et dessiner l'espace, on pourrait même dire écrire l'espace. Utiliser tous les espaces du Théâtre Garonne pendant Céno, cette salle, qu'on appelle la grande salle, les ateliers 1 et 2, les galeries au sous-sol, avec des propositions artistiques, et présenter différents formats à la frontière des arts visuels, du théâtre, de la danse, du cirque, avec comme point commun l'espace. Nous continuons l'accompagnement de la scénographe Ulla von Brandenburg pour aller avec les abattoirs vers l'idée d'une grande exposition dans 2 ans. Mais à l'atelier où elle avait présenté, rappelez-vous, à l'atelier d'Asvasis, cette installation incroyable, il y aura cette année, pendant toute la durée du festival, une installation participative dédiée à l'enfance par le duo Cléda Petitpierre. Alors l'enfance revient un peu et accompagne toute cette saison, parce que nous avons accompagné des artistes qui se sont intéressés à l'enfance. J'en profite pour dire que c'est le cas de Oh La La Land que Stéphane vient de vous présenter, et qu'il y aura 2 représentations scolaires à partir du CE2. Donc s'il y a des institutrices, des instituteurs, vous pouvez vous rapprocher d'Hélène au théâtre. Et l'installation participative pendant les 3 semaines du Festival Céno est également ouverte, et où les enfants sont encouragés à venir y participer, et c'est même gratuit pour eux, pour cette raison, parce qu'en fait, c'est dans leur rapport à cette œuvre, c'est ça qui fait l'œuvre. Mais Marie nous en parlera tout à l'heure. Donc, ce duo, Cléda Petitpierre, qui sont nos invités scénographes pour cette 2e édition, et 5 spectacles sont programmés sur 3 semaines avec de nombreux partenariats. Audi Sud, Marionettissimo, le Théâtre de la Cité, l'Orchestre du Capitole, la Place de la Danse. Ce qui montre que Céno grandit et réunit. Ce qui est notable cette année, c'est qu'à part le duo Cléda Petitpierre, les artistes présentés ne sont pas des scénographes en tant que tels, mais des artistes qui ont fait de la scénographie une nécessité de leur création. Donc musiciens, graphistes, danseurs, circassiens. La scénographie qui accompagne la naissance du théâtre, je le rappelle, emprunte le chemin souvent du renouvellement des formes. Et c'est d'ailleurs en cela que les projets présentés sont aussi différents. En plus des œuvres, il y aura des rencontres, des dialogues entre artistes, des étudiants invités, des work in progress, et l'ensemble sera précisé à l'automne. Donc Céno commence le premier spectacle
avec le spectacle Frames d'Alexandre Van Tournout. Voilà. Frames. Alexandre Van Tournout est un artiste circassien flamand. Il situe son travail entre cirque et chorégraphie. Il suit des principes très physiques. Et dans Frames, qui veut dire trame, il choisit une contrainte d'espace comme trame pour le travail du corps. Je devrais dire décor, puisque la pièce est construite pour 4 interprètes, dont lui-même, qui se croisent, se juxtaposent, s'assemblent dans des espaces contraints. 3 dispositifs. On retrouve l'idée de l'agrès au cirque comme scénographie pour l'acrobate. 3 rapports au public différents et donc 3 espaces. C'est ce qu'on a imaginé avec Alexander, un espace par dispositif. Donc, Frames va se déployer dans les 3 espaces du Théâtre Garonne, cette salle, l'atelier 1 et l'atelier 2, et le public se déplacera ensemble d'un espace à l'autre, du plus grand au plus petit. Le spectacle est présenté avec Audisud pour 6 représentations et il y aura un bord de scène traduit en langue des signes et nous avons une vidéo. La parole à Stéphane. Puis cette année, Ulla von Brandenburg ne présente donc pas de grande installation comme c'était le cas l'année dernière, mais elle est présente quand même. Et en fait, pendant tout le festival, une sorte de fil rouge qui est en train d'être imaginé avec de nouveau la Cinémathèque de Toulouse. Merci d'être toujours là, Franck, de la Cinémathèque. En fait, l'idée, c'était de se poser la question ensemble avec Ulla, qui elle-même est cinéaste. Mais en fait, compte à faire, par exemple, le cinéma, qui est par nature un art de la 2 dimensions, l'écran, et la scénographie, qui est par nature un art de la 3D, et de se poser la question de quel cinéaste se sont emparés en fait de cette question-là et de quels films, quelles grandes œuvres dans l'histoire du cinéma jusqu'à nos jours on peut trouver qui traitent vraiment cette question-là. Donc on sera bien dans le cadre de Céno et de ses préoccupations, mais dans un cadre littéral, je veux dire, l'écran de cinéma, donc le cinéma en l'occurrence celui de la Cinémathèque, à travers un programme qui est donc en train d'être construit vraiment en collaboration directe entre Ulla et l'équipe de programmation de la Cinémathèque. Voilà, ça ce sera le fil rouge avec 3 projections au fil de 3 semaines que dure le festival. Et puis ça a aussi un rapport avec le cinéma, et c'est aussi dans Céno. C'est un spectacle qui s'appelle Mojurzi-Kong et dont je vous propose de voir tout de suite un petit extrait vidéo.
Voilà, alors, on avait le choix entre ne pas vous montrer ça et je vous expliquer comment ça marchait, ou vous montrer ça. Je pense que c'est déjà un peu plus parlant. Je vais quand même dire 2-3 mots sur ce spectacle. D'abord, le casting, parce que quand même, c'est que des stars. Il y a Moby Dick, les dinosaures de Jurassic Park, Godzilla, King Kong, excusez du peu. D'ailleurs, tout ça, c'est dans le titre. Moby Dick, Jurassic Park, Godzilla, King Kong, ou Jurassic Kong. Comme ça, vous savez d'où vient le titre. Ensuite, il faut imaginer donc ce joli casting, catapulté dans un univers qui mêle, on va dire, 2001, l'Odyssée de l'espace, et Il était une fois dans l'Ouest. Histoire que vraiment, ça ressemble à rien. Enfin, je veux dire que ce ne soit pas très cohérent a priori. Et puis, il y a l'histoire, parce qu'il y a même une histoire. Bon, il y a une histoire. En fait, c'est des astronautes qui échouent sur une planète inconnue, dirigée par un dictateur fou. Un dictateur est forcément fou, à mon avis, mais c'est dit comme ça dans le dossier. Un dictateur fou, donc, qui est planqué dans son abri souterrain, anti-atomique, etc. Voilà, ça, c'est à peu près l'histoire. Et puis, pour réunir et animer tous ces gens et tout ce petit monde sur scène, eh ben, ils ne sont que 2. Donc, Émeric Guémas, qui est illustrateur, qui bricole, donc on a vu, il bricole à vue, tout un bric-à-brac d'objets, une planche à dessin, un vieux rétroprojecteur, etc. Et puis Jérôme Loréchon, musicien, compositeur, qui a lui aussi tout un bric-à-brac de plus ou moins instruments de musique et qui interprète en live la bande-son de cette Odyssée un tout petit peu farfelue. Et en fait, ils sont 3, parce qu'ils sont accompagnés pour la mise en scène de Charlotte Corman, qui est une proche de Jeanne Candel, par ailleurs, même si elle est créditée là, pardon, je n'avais pas vu. Voilà. Que vous dire d'autre? Moi, j'ai vu ce spectacle à Paris, c'était un samedi après-midi, donc dans la salle, plein de gamins, avec plein de parents des gamins. Et croyez-moi, en à peu près 1 minute et demie, tous les gamins étaient complètement dans le truc, dans l'histoire, dans le monde, dans l'univers, etc. Et ça a pris à peu près 1 minute de plus, parfois, que les parents les rejoignent aussi, complètement dans cet univers-là. En fait, c'est un peu comme Oh La La Land, c'est-à-dire que ça parle à la fois aux gamins et à leurs parents, peut-être pas exactement aux mêmes endroits, mais sauf qu'ils rigolent aux mêmes endroits, même si ce n'est pas exactement pour les mêmes choses, ils sont touchés par la même folie. Et finalement, à la fin du spectacle, tout le monde a 6 ans, ça va être sympa quand même, tout le monde a vécu un voyage incroyable, et puis tout le monde a des étoiles dans les yeux, parce que vraiment, la magie que vous avez vue, ça opère en vrai. Et donc, c'est présenté, parce que vous aurez constaté que c'est beaucoup de manipulation d'objets, avec Marionettissimo. Merci à eux. L'art de vivre du duo Cléda Petit-Pierre, dont a parlé, qu'a évoqué Aurélien, donc avec Guillaume Droiden de la compagnie Catalyse et Fabien Coquille. Et selon les metteurs en scène, l'amitié des 2 comédiens est au cœur de l'art de vivre. Donc leur imaginaire foisonnant, leur rapport hyper conscient du corps, leur humour, et inspiré du courant surréaliste, donc. Cléda Petit-Pierre vont tenter de convoquer un nouveau regard en inversant l'ordre des choses, en convoquant le rêve, l'inconscient, pour tenter de répondre à la question comment habiter un paysage mental, ici inspiré de Magritte, donc. Et donc c'est la danse et le corps qui seront à l'œuvre, mais aussi la poésie, celle des comédiens justement, du regard des comédiens qui ont contemplé et travaillé à partir de plusieurs œuvres de Magritte. C'est très visuel. Et tout l'art de ces acteurs est justement d'en faire du théâtre, de rendre ce paysage théâtral en composant des personnages. Et donc, en parallèle de ce spectacle, il y aura l'installation Les Tutos Move à l'atelier 2, donc à partir de 3 ans, c'est bien ça, qui est une installation de Cléda Petit-Pierre et qui est composée d'éléments en mousse et en lycra qui jonchent le sol et d'une douzaine de tutos danse vidéo qui propose aux enfants et aux plus grands en fait, de revêtir ces éléments en mousse comme des extensions du corps
et de reproduire les danses dans les tutos, mais aussi d'expérimenter, de chercher, d'inventer et de danser à tout moment. Voilà. C'est un espace de jeu, de repos et donc d'expérimentation en danse. Ce sera présenté avec la place de la danse. Et alors, à propos d'expérimentation en danse, on en a une bien aussi quand même. Au cri, miniature. Alors non, c'est encore après. Au cri, miniature. Merci. De Vincent Dupont. Alors, ce spectacle. Et quel spectacle? Enfin, ce spectacle, c'est on va dire, c'est un mythe et c'est une malédiction. Alors, c'est un mythe parce que, en gros, c'est le hit absolu du chorégraphe et interprète que vous voyez là, Vincent Dupont. Donc. Le spectacle a voyagé dans le monde entier, ça fait 20 ans qu'il voyage, un peu plus d'ailleurs, qu'il voyage dans le monde entier et qu'il est présenté ici et là comme une sorte de petit bijou très rare, très précieux. Voilà. Donc il y a toutes les raisons de le présenter et en fait c'est une malédiction, ça fait 20 ans que Garonne essaie de présenter ce spectacle et pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'étendre, ça n'a jamais été possible. Alors le mythe reste, mais si tout va bien, en janvier prochain, la malédiction sera vaincue puisque donc nous présentons le spectacle, vous pourrez le voir, et vraiment, vous aurez compris, je vous le recommande très très chaudement. Et d'autant plus que ce spectacle, en fait, va aussi clôturer la vie de la compagnie de Vincent Dupont, c'est-à-dire que ce sera la toute dernière fois que ce spectacle sera présenté, ce sera ici. Et il nous a fait le plaisir de le présenter ici 3 fois. Et que vous dire du spectacle lui-même? Déjà, comme le suggère le titre, c'est un cri, tout le spectacle. Non, enfin, ça ne crie pas tout le spectacle, mais le spectacle lui-même est un cri, quelque chose entre le cri primal, le cri de rage, le cri de désespoir, et puis le cri de libération, évidemment. Et plus exactement, ce n'est pas juste un cri, c'est une modulation, en fait, du cri. Avec un Vincent Dupont coincé dans un espace que vous voyez très bien là, un espace un peu claustro, qui est également magnifique, mais donc qui est très contraignant. C'est pour ça que c'est dans Scéno, ce spectacle, hein, parce que c'est entièrement l'espace. L'espace devient en fait le deuxième interprète de ce qui est un solo, en réalité. L'espace, il est ici, donc physique, mais évidemment que chacun le prendra à l'endroit qui le préoccupe, on va dire, c'est-à-dire mental, social, familial, carcéral, politique peut-être. Et au fil du spectacle, si le corps de Vincent particulièrement se rebelle et la voix l'accompagne, la prestation de Vincent me permet de vous dire, c'est pour ça que j'insiste un peu, que c'est une expérience, puisqu'il s'agissait donc d'expérience, comme disait Marie, c'est une expérience chorégraphique, mais tout court, de public, comme vous n'en verrez, à mon avis, pas d'autres équivalentes. Et c'est donc aussi présenté avec la place de la danse. Et c'est à moi. Et c'est à toi. Donc, ton spectacle, rappelle-toi. Voilà, c'est dans Scéno, il y aura un projet qui est une création que je propose, qui s'appelle Portrait d'orchestre. L'histoire, c'est que Olivier Mantei de la Philharmonie à Paris, directeur de la Philharmonie à Paris, a lancé un programme de concerts mis en scène. Et il m'a proposé de participer, et moi je lui ai immédiatement proposé un concert scénographié, c'est-à-dire un concert dans un dispositif. Il faut savoir que pourquoi un concert dans un dispositif et pourquoi pas une autre mise en scène, c'est que c'est une sorte de performance puisque nous avons quasiment aucune répétition ou très peu de répétitions avec l'orchestre en tant que tel. Donc j'ai imaginé un dispositif qui marcherait même en se lançant dans une sorte de performance. Je l'aurais préparé en amont, mais avec l'orchestre, eh bien, la rencontre va être très furtive. Et donc, vous savez que j'aime travailler avec les artistes qui sont sur le plateau et que l'on voit. Et j'aime rentrer d'une certaine manière, de les faire entrer dans la dramaturgie. Et là, j'ai eu l'idée de faire le portrait de chacune et chacun des musiciennes, musiciens qui composent l'orchestre. Et des 43
musiciens pour être exact, puisque nous allons interpréter la symphonie numéro 3 de Beethoven, donc Eroica. Et pourquoi faire leur portrait des musiciens? C'est parce que on perçoit ou on aborde un orchestre généralement par le chef, par la figure du chef ou de la chef. Et l'ensemble des musiciennes, des musiciens est pour ainsi dire sans visage. Donc filmer les visages, les mettre en scène aussi, puisque je vais les mettre en scène un peu par le jeu de deux accessoiristes qui vont se promener à l'intérieur de l'orchestre, c'est montrer l'orchestre autrement, mais aussi rendre visible à travers chaque visage un rapport à la musique. Eroica donc, se distingue par sa durée. C'était la symphonie à l'époque la plus longue, même pour vous dire que le premier mouvement d'Eroica était plus long que toutes les symphonies précédentes. Elle fait en tout 50 minutes, donc ça reste un format court, mais qui peut être suffisant pour un programme. Et aussi, elle se distingue par sa dédicace. Je ne sais pas si vous le savez, mais Beethoven l'a dédiée à Napoléon. Et ensuite, il a regretté ce choix et il a raturé le nom de Napoléon sur la partition. Et finalement, sa dédicace est à la mémoire d'un grand homme. Et donc, évidemment, tout ça m'inspire et rentre surtout l'idée de d'effacer le chef. Et donc, Eroica sera joué sans chef d'orchestre et à la place du chef, là où le chef est généralement, là où convergent tous les regards de l'orchestre, eh ben, un dispositif de 9 caméras sera disposé, qui sont automatisées et qui vont aller chercher chaque visage. On sera en résidence pour ce travail au Théâtre Garonne, donc avec aussi une répétition ici avec l'ensemble, avec l'orchestre du Capitole. Le concert sera créé à Paris, à la Philharmonie, avec l'orchestre de Paris, mais juste après, en suivant, à Toulouse, avec l'orchestre du Capitole. Et donc, Portrait d'orchestre sera présenté au Théâtre de la Cité, et donc en partenariat avec le Théâtre de la Cité, bien sûr, et l'orchestre du Capitole, pour 3 représentations. Voilà. Et cela clôture Céno. Et on enchaîne avec le festival Dansorama, qui est le festival porté par la Place de la Danse. Nous accompagnons, comme cette année, 4 spectacles, mais il y a une spécificité puisque 2 d'entre eux, ce sont des créations, et ce qui est notre axe au Théâtre Garonne, c'est-à-dire accompagner et soutenir la création, dont 2 spectacles sera en amont du festival, en résidence à Garonne. Et je laisse Marie les présenter. Alors la même soirée, vous pourrez voir 2 spectacles si vous le souhaitez. 2 créations, donc l'une que l'on accompagne avec le Théâtre Garonne qui s'appelle Fureru d'Azusa Takeshi, qui est une danseuse et chorégraphe qui se pose la question comment partager les émotions du corps. Et au fil des expériences, elle voit le corps du danseur comme un médiateur qui pourrait transmettre le sensoriel, les émotions et tout ce qui est impalpable du corps. Et avec Fureru, elle s'attaque au toucher, au sens du toucher. C'est donc le pari d'une expérience sensorielle et aussi d'une empathie avec le public pour ce corps au plateau. Elle a avec elle un bloc de glace et une harpiste. Et elle, en tant que vraiment magnifique danseuse, Azusa, va former un duo, donc un duo de chair avec le bloc de glace, avec ce corps de glace. Et bien sûr, la glace, dans sa métamorphose, elle va créer un rapport commun entre le public et le plateau et créer, peut-être laisser place à ces sensations. Ce sera suivi du spectacle Heideband d'Andrea Jivanovic, que je cite. Non, je ne vais pas le citer parce qu'on va aller un peu plus vite. Pardon. Du coup, je me perds. Donc,
Andrea Jivanovic est un jeune artiste qui est accompagné par la Place de la Danse d'ailleurs, qui est donc un jeune chorégraphe qui a initié ses premières recherches autour de l'émancipation du corps queer. Et ce troisième volet explorera le cuir, donc ce matériau très résistant, à la fois rigide et souple, avec 3 interprètes au plateau qui font monter vraiment littéralement un mouvement et une danse de plus en plus intense au cœur d'une installation plastique et d'un son, d'un travail sonore très important. Et l'ensemble est comme une métaphore à la résistance aux normes et aux carcans duquel tentent de s'émanciper ces corps. Voilà. On passe à la suite aux 2 autres spectacles de Dansorama. Alors, Transfiguration d'Olivier de Sagazan. Donc, Olivier de Sagazan, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il est performeur, il est plasticien, il est l'oncle de Lorraine de Sagazan, il est le père de Zao de Sagazan et Leila K. Transfiguration est un spectacle qu'il a créé il y a bientôt 30 ans et qu'il continue de jouer. Il a beaucoup joué à l'étranger et finalement relativement peu en France. Et jamais à Toulouse. C'est une anomalie que l'on corrige aujourd'hui. Et pour sa première fois à Toulouse, nous avons choisi, pour Olivier de Sagazan, nous avons choisi de montrer ce qui constitue son spectacle signature. Transfiguration est un spectacle sur le masque, sur le visage humain et monstrueux que Olivier de Sagazan crée sous nos yeux à l'aide d'argile, à l'aide de paille, à l'aide de couleurs. C'est prodigieux d'intensité et de sens sur finalement le visage à jamais inconnu de notre humanité. Son travail a inspiré de nombreux artistes, dont ici bien connu Barreau d'Evel, dont Joseph Nage et Barchello. 4 représentations, parmi beaucoup d'autres artistes. Donc 4 représentations, ne les manquez pas, au Théâtre Sorano, donc en partenariat avec le Théâtre Sorano et avec la Place de la Danse. Et nous avons une vidéo. Nous n'avons pas de vidéo. Non, on me dit que c'est dans mes rêves. Donc voilà, il faudra venir le voir, c'est prodigieux. Alors, bon, désolé, à la place de la vidéo, c'est moi. Il y aura sûrement une vidéo sur le site. Enfin, j'en sais rien, je dis un truc, je vais un peu trop loin là. Mais si jamais vous trouvez des vidéos, allez voir, c'est magnifique. Voilà. C'est prodigieux. Et le dernier spectacle que nous faisons ensemble avec la place dans Dansorama s'appelle Parterre. Parterre, c'est Volmir Cordeiro, qui est un chorégraphe et danseur brésilien, un des plus réputés dans le monde, qui est par ailleurs installé en Europe, à Paris. Et pour autant, il n'oublie pas sa terre natale, le Brésil, qui est un endroit en fait, c'est un patchwork, beaucoup, de cultures plus ou moins marginalisées, plus ou moins invisibilisées, mais toutes très vivantes. Et c'est à ça qu'il s'attaque là, dans ce Parterre. Et c'est à partir de la terre et de son sol natal, mais du sol aussi du théâtre, du plateau en fait, de ce sol commun, c'est à partir de là qu'il a conçu le spectacle où les 5 interprètes explorent leur espace de jeu, exposent leurs différences, éprouvent leur humanité commune. Parterre, c'est à la fois encore une sorte d'enquête de terrain, pour le coup, littéralement, sur les énergies, sur les corps, sur les couleurs distinctes qui composent notre monde et peut-être le tiennent un peu ensemble aussi. Et c'est en même temps la célébration joyeuse, vibrante, de toutes ces différences dont on nous fait croire de plus en plus actuellement qu'elles seraient la source de nombreux problèmes. Et du coup, cette célébration, elle est joyeuse, vibrante, et pour tout dire en ce moment, très réconfortante. Un bord de scène sera organisé le 5 mars en LSF. Alors, un spectacle théâtre, après la danse, donc de Gabriel Sparti, qui s'appelle Menace chorale, qu'on présente avec le Théâtre Sorano. Dans le village d'Issy, quelque part en Suisse, la chorale amateur reprend ses répétitions de septembre, après les vacances d'été. Mais cette année, l'enjeu change d'échelle, puisque la chorale est sélectionnée pour un programme européen, piloté par l'Italie, en vue d'un grand concert
célébrant les musiques traditionnelles de plusieurs pays pour faire le ciment culturel du continent. Donc c'est une chanteuse italienne de renom qui les accompagnera pendant 1 an. C'est à partir de cette situation assez anodine et même innocente que Sparti nous fait la démonstration de la mécanique du fascisme. Son infiltration dans l'ordinaire, son introduction, les fissures qu'elle opère dans le groupe pour asseoir une vision fondée sur le nationalisme, le virilisme, la glorification du travail, la suprématie raciale. Et par petites touches, comme ça, l'idéologie s'introduit au sein du groupe qui se délite et qui se replie dans le doute. C'est donc cette farce noire que nous déroulent les 6 interprètes au plateau, sous la forme chantée et décalée, et drôle, si ça peut vous rassurer un petit peu, qui est donc tour à tour vraiment joyeuse, grinçante, avec cet humour à la Sparti. Et Garonne accompagne en coproduction ce 2e spectacle de Gabriel Sparti, après avoir présenté il y a 2 ans MV avec le Sorano aussi dans le cadre de Supernova. Voilà, j'essaie de résumer. Il y aura une audio-description aussi de ce spectacle. Gabriel Sparti, c'est un petit peu le nouveau Martha Haller. Le spectacle suivant s'appelle La femme des astres de Jour Domingo. Donc Jour Domingo est une artiste circassienne, catalane, issue du Lido, ici à Toulouse. Elle a fondé avec Julien Vidcock la Crida Compagnie, implantée depuis longtemps dans la région. Jour Domingo a fait un solo il y a plus d'1 an, maintenant ou jamais. Elle y déploie un travail de marionnette, de musique, de clown, caractérisé par sa personnalité et de vidéo. Et La femme des astres est un projet qui reprend et développe ce dernier point autour du portrait d'une artiste, femme, peintre, et qui, en raison de sa situation, est à distance. Jour parle de la folie, celle de son ami, mais d'une manière, et ce sont les mots de Jour, qui donnerait envie d'être folle. Jour, en parlant de son ami, parle en réalité d'elle-même, et finalement, c'est un duo qui se construit à travers La femme des astres, l'une en vidéo et l'autre sur le plateau, et avec une belle inversion à la fin en guise de volte-face. Elle sera en résidence ici à Garonne. Le théâtre l'accompagne en dramaturgie. J'aiderai aussi la mise en scène et la scénographie dans la dernière ligne droite de création. Il y aura 3 représentations les 18, 19 et 20 mars. Et nous sommes vraiment très très heureux d'accompagner Jour Domingo dans cette création La femme des astres. Et puis je sens que les éventails s'agitent de plus en plus et que le programme du théâtre lui-même est utilisé de plus en plus comme un éventail. Ça doit être un signe que le groupe froid est tombé et qu'on sent là maintenant qu'il est tombé. Donc ça se réchauffe un peu. Hein, ouais. Donc je propose qu'on accélère un peu. En effet, je vais dire vraiment 2 mots sur notre collaboration avec le Marathon des mots. Et puis vous voyez, on est quand même déjà le 4 avril, c'est pas mal. On est près de la fin. Donc on avait initié quelque chose après de très anciennes collaborations avant, avec le Marathon des mots. On reprend cette collaboration, puis on va essayer d'aller un peu plus loin avec eux, plus en co-construisant un programme, c'est-à-dire en amenant aussi ce que Garonne est, plus du côté de la dramaturgie, de la scénographie, et pas simplement des lectures, ce qui est le cœur du festival, et qui est très bien comme ça. Mais voilà, en essayant d'imaginer des choses un peu plus ensemble. La programmation sera disponible quelque part à l'automne, fin d'automne, je pense, sur les 2 sites. Et puis, un spectacle que nous présenterons avec et à la Grainerie, qui s'appelle Bestiaire Vestiaire, qui arrive dans pas longtemps. Voilà, qui... alors, je vous en dis 2 mots et on va juste mettre la vidéo, vous comprendrez beaucoup mieux. Un spectacle en forme de cabaret queer, de spectacle de cirque, de danse, de magie, de festin à partager vraiment avec le public, et puis même de défilé de mode. Défini par la compagnie Maison de la, qui fait le spectacle, comme une immersion expérimentale encore, dans un espace de liberté. C'est effectivement un espace où l'on se cherche, on se transforme, le côté bestiaire sûrement,
On change et on se change, ça c'est le côté vestiaire, et chacun, chacune à la recherche de la meilleure version de soi et du bonheur d'être qui on veut et tout ce qu'on veut. C'est ça le spectacle, le tout avec moult gloss, stress, paillettes, stress, non pas du stress, pitié, des strass et des paillettes, car comme disait l'autre, et si quelqu'un me donne la ref, à part celle qui me l'a donnée, grâce à qui je la tiens, vous gagnez rien, mais venez me voir après. Comme disait l'autre, le monde est quand même beaucoup moins dégueulasse quand il est couvert de strass. Merci pour l'extrait. Et la même semaine, donc en fait ça se chevauche un peu, donc ce spectacle sera à la Grainerie. Je ne sais pas si tu l'as dit. Tu l'as dit. Et donc la même semaine, ici à Garonne, en parallèle, une opposition complètement de style, puisqu'il s'agit du spectacle « Et le reste, c'est de la sauce sur les cailloux » de Alice Vanier et Sacha Ribeiro. Alors, Alice Vanier, nous avons vu en décembre dernier présenter le spectacle La Brande, présenté par la troupe d'Alice Vanier et Sacha Ribeiro. Et ils reviennent donc avec ce spectacle en duo autour d'un travail autour de la figure des Straub. Donc je ne sais pas si vous connaissez les Straub, mais pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, ce sont des cinéastes importants des années 70 et 80, complètement à la marge de la production cinématographique, à la marge même de la marge ou à la marge de la nouvelle vague, avec des projets aussi poétiques et philosophiques que leur esthétique était radicale et finalement politique. Alice Vanier et Sacha Ribeiro s'intéressent décidément aux utopies, celles qui sont apparues dans la seconde moitié du XXe siècle. Et après Pierre Bourdieu, le premier spectacle d'Alice, qui s'appelait En réalité, et Jean Houry, celui qui a fondé la clinique Laborde, dans le spectacle justement de décembre dernier, La Brande, qui était absolument formidable, ils s'attaquent donc aux Straub. Leur œuvre autant que leur relation de travail, puisque ça était aussi notable chez les Straub, c'était qu'ils étaient un vrai duo de travail et on les voyait toujours ensemble. Et Sacha et Alice établissent un parallèle intéressant avec leur propre relation à travers leur compagnie et à travers ce spectacle, dans une mise en abîme où l'on passe finalement d'un espace à l'autre, comme on glisse du cinéma au théâtre, ou de derrière l'écran à devant l'écran. Et Alice et Sacha finalement réalisent une véritable prouesse, celle de donner envie de voir les films des Straub. Et ça, c'est beau. C'est vrai que c'est ce qui se produit. En fait, on sort de spectacle en disant mais on a envie de découvrir, puisque pendant tout le spectacle, en fait, ils sont face au film des Straub qui s'appelle Empédocle, que l'on ne voit pas, mais qu'on l'a vraiment. Et Alice et Sacha s'engueulent en regardant ce film. Donc c'est une façon de découvrir, déjà d'avoir envie de voir les films, mais aussi de découvrir autrement et retrouver avec une douce mélancolie, je dirais, ce couple culte, maudit et mythique du cinéma français, fervent, voire violent défenseur de l'acte poétique. Et le reste, c'est de la sauce sur les cailloux. Coproduction Garonne, 5 représentations, dont un bord de scène, en guise de discussion autour du spectacle et du cinéma des Straub. Et on enchaîne avec On fera mieux la prochaine fois.
de la vaste entreprise compagnie de Nicolas Heredia et la Bulle Bleue, qui est une compagnie inclusive de Montpellier. Alors, l'idée est simple et la forme est très atypique, le sujet passionnant. On est dans une émission de radio et on traverse une série d'interviews des géants du cinéma. Et au plateau, on a des comédiens avec un casque chacun qui jouent, enfin dans ce casque, il y a les voix de Isabelle Huppert, Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve, etc., qui répondent aux questions du journaliste au plateau. Et ils reproduisent donc leurs déclarations, leurs intimités et, chemin faisant, leur vulnérabilité aussi. Les actrices enlèvent parfois leur casque pour donner leur vraie voix et répondre eux-mêmes à la question. Et dans un troisième plan, en quelque sorte, il y a le making-of de la création sur l'écran derrière eux. Et dans lequel on dévoile, qui dévoile aussi les propres peurs et les propres doutes de ces comédiens au plateau. Il y a donc en fait, c'est vraiment, moi je l'ai vu, j'ai adoré, c'est vivifiant, c'est très drôle et c'est aussi très émouvant et on apprend beaucoup sur les métiers de l'acteur. Et donc il y a une vidéo qui vous donnera un peu le ton de ce spectacle. Et ce sera présenté avec le Théâtre de la Cité et une représentation relax, je ne sais plus quel soir, c'est marqué dans le programme. Et nous proposerons aussi des ateliers avec les comédiens de la Bulle Bleue. C'est bon pour vous? Tranquille, quoi. Ça va démarrer. Ce que je pense qui est énervant, c'est quand on est acteur et qu'on n'a pas de rôle. Ça, c'est emmerdant. On n'est pas toujours un grand acteur. On n'est pas toujours un grand acteur. On est un grand acteur à des moments. Et j'ai eu un trou de mémoire. Le premier, vraiment, le trou de mémoire. Et c'est un moment où l'acteur souffre, mais pour le spectateur, c'est passionnant. C'est passionnant de voir un mec qui perd tout, quoi. Tout s'effondre en fait à ce moment-là. Quand tu as un trou, tu te dis je vais mourir. Tout s'effondre, tout. Et puis il faut reprendre. Puis là, C'est pas évident de dire un texte qu'on nous souffle en direct en même temps à l'oreille. C'est formidable. Et puis, avant-dernier spectacle de la saison 26-27, qui s'appelle 3 contes et quelques. 3 contes et quelques, donc c'est à peu près 3 contes. Bon, en fait, pas tout à fait, mais c'est à peu près de Charles Perrault. Mais en fait, c'est réécrit par Emmanuel Adli, donc c'est pas vraiment ça. Et c'est à peu près pour les enfants. Mais pour les enfants de plus de 12 ans. Donc c'est pas vraiment non plus pour les petits-enfants, on va dire. Donc c'est Perrault. Passé au mixeur dans une version où le petit chaperon rouge, barbe bleue, peau d'âne, quitte le monde passablement édulcoré, on va dire, de notre enfance pour retrouver à la fois la férocité des contes originels, parce que je ne sais pas si vous avez lu Perrault, mais enfin c'est gore, hein, c'est plus proche de Massacre à la tronçonneuse que de Disney quand même. Donc ils vont de ce côté-là, ils reviennent à ce côté-là, le groupe Merci, ce que je n'ai pas dit, mais c'est le groupe Merci, c'est écrit là. Et en même temps, ils retrouvent la vraie brutalité à travers la réécriture de Adli, la vraie brutalité du monde contemporain. Celle des réseaux sociaux, celle de MeToo, non pas celle de MeToo, mais de celle que dénonce MeToo, etc. Des choses qui en fait touchent notre actualité. Mais évidemment, parce que donc c'est le groupe Merci, tout ça se passe avec l'humour pince sans rire des interprètes, que vous voyez là, pas tous, dans un mini-golf, parce que dans un mini-golf, sous l'œil goguenard du vrai Charles Perrault, parce que le vrai Charles Perrault assiste à la représentation, assis sur son fauteuil, sur le plateau. Voilà. Et dans un esprit de farce qui est, on va dire, qui pourrait être proche des Monty Python, par exemple. On pourrait trouver aussi plein d'autres exemples, mais celui-là m'a paru bon quand j'ai vu le spectacle. À noter que ce sera la dernière occasion, encore, de voir le groupe Merci
dont ce sont en fait les toutes dernières représentations, les dernières tout court, voilà. Ce sera à ce moment-là à Toulouse. Nous présentons le spectacle avec le théâtre Sorano dans un lieu à déterminer parce que ce sera en extérieur. C'était aussi une des idées de ces dernières représentations du groupe Merci. Cela dit, on ne vous invite pas à un enterrement de première classe. Ce serait plutôt un dernier tour de piste ou de mini-golf en l'occurrence, mais plutôt de très grande classe. Donc ne ratez pas les dernières représentations de Merci. À noter qu'une audio-description sera proposée le 11 mai. Et Fusée de Jeanne Candel, que vous connaissez maintenant, je pense, qui est une reprise, puisqu'on avait joué dans la saison 24-25. Donc 2 hommes perdus dans le cosmos, l'un qui sombre dans la mélancolie et l'autre qui jouit de sa toute-puissance, et on les voit vivre et survivre dans ces espaces et ces contrées lointaines. Tout est joué avec 3 fois rien, sans accessoires, et des corps par contre, et de l'imaginaire. Donc c'est très joyeux, c'est à voir en famille. Il y a forcément aussi de la musique, donc il y aura un piano au plateau. C'est présenté avec le Théâtre de la Cité, avec une audio-description aussi. Et des scolaires. Et une scolaire, des scolaires. Et puis c'était donc le dernier spectacle, mais la saison n'est pas tout à fait finie, mais presque, puisque bien sûr en mai, comme chaque année, l'Histoire à venir festival revient. Voilà, je ne vais peut-être pas réexpliquer ce que c'est l'Histoire à venir, ce sera la 10e édition la saison prochaine. Cette année, c'était Feu, la thématique de l'année. Très belle fréquentation, très bel écho de cette thématique aussi auprès des visiteurs et des publics. Nous sommes en train de travailler sur la prochaine thématique. Il y a plein de choses là qui se présentent dans une actualité toujours plus délirante. Donc voilà, on aura sûrement décidé exactement de quoi il s'agira à la rentrée. En tout cas, on vous le communiquera à la rentrée. Et évidemment que donc c'est un festival qui est co-organisé par les éditions Ombre Blanche, par les éditions Anacarsis, par l'Université Jean Jaurès et par nous-mêmes. À noter qu'en attendant qu'on trouve la nouvelle thématique, là, à partir de maintenant d'ailleurs, vous pouvez aller aussi sur le site et trouver les podcasts pour réécouter toutes les rencontres en fait, qui ont eu lieu, non seulement cette année-là, mais même si vous avez beaucoup de temps, si vous êtes très très intéressé, vous pouvez vous refaire les 9 ans de l'Histoire à venir. Pas tout à fait, c'est pas vrai. Voilà. Également, cette année, on va renouer un partenariat avec le Nouveau Printemps. Le Nouveau Printemps donc, qui joue beaucoup maintenant sur des terrains de jeu qui sont des quartiers. La dernière fois, c'était il y a 3 ans parce qu'ils s'étaient installés à Saint-Cyprien. Donc évidemment, on avait travaillé ensemble. Cette année, leur quartier, c'est plus original. Évidemment, c'est la Garonne, leur quartier. Donc l'année prochaine, en juin prochain. Et bon, pour des raisons évidentes, nous sommes sur le parcours. Et donc nous sommes un peu comme avec le marathon, en train d'imaginer comment co-construire une programmation ensemble où il y aura un mix d'installations et de spectacles, de représentations. Ça, ce sera annoncé, généralement c'est assez tard, mais on va dire au printemps 27. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire personnellement, nous poursuivons aussi notre partenariat avec les Chantiers Nomades. Les Chantiers Nomades, c'est cette organisation qui, un peu partout en France, travaille avec des metteuses en scène, des metteurs en scène ou des chorégraphes et propose des stages à des professionnels. Nous avons imaginé depuis 2024 une façon un peu singulière de travailler ensemble autour de ce que Aurélien, qui a vraiment posé ce terme, je ne vais pas dire imposé, mais forgé ce terme. On travaille avec Chantiers Nomades autour de grands maîtres, c'est-à-dire des grands maîtres, effectivement, de la scène internationale, avec lesquels Garonne est en lien. Nous les accompagnons, ils nous accompagnent, on ne sait pas, enfin en tout cas, voilà. Donc on a fait ça avec Christian Lupa, premier stage en 2024. Il y avait en 2025 Tim Hatchels, qui est venu passer 15 jours ici avec des stagiaires. Les prochains, c'est Christian Lupa qui revient. Et pour la première fois avec Chantier Nomade, c'est Lia Rodriguez qui sera là en octobre, pendant une quinzaine de jours. Et puis d'autres à venir en 27, mais c'est pas fait, je ne peux rien dire, si ce n'est que si ça se fait, ce sera génial, et qu'il est japonais. Mais je n'ai rien dit. Donc, nous sommes en ce moment même en pleine création de ballet jogging de Pierre Rigal qui doit être présenté dimanche prochain au Stade des Minimes. Bon, en raison de la chaleur, on a annulé la répétition de demain et les prévisions météorologiques n'annoncent pas d'amélioration d'ici dimanche.
Donc, nous allons peut-être devoir reporter l'événement. Donc, nous nous réunissons demain avec l'ensemble des partenaires pour prendre une décision. À savoir soit de maintenir dimanche à un horaire modifié, donc plutôt vers 21h, soit si la température ne baisse pas même à 21h, de reporter à la rentrée. Donc on vous tient évidemment au courant, ces décisions demain. D'accord, donc on pourra vous tenir au courant sur le site et puis on enverra des messages à tous les spectateurs et spectatrices qui ont un billet. Nous sommes également en pleine création, en pleine surtout de la période des avant-premières avant Avignon. Donc pour la deuxième année, on accompagne ici à Garonne des spectacles qui sont programmés dans le IN pour qu'ils rencontrent le public sans presse, sans pro, sans pression autre que la vraie pression avec le public. Nous avons présenté Capra, donc le spectacle de Jeanne Candel, qui va être présenté à Avignon. Et puis Daria de Florian vient d'arriver aujourd'hui. Elle commence son travail de résidence et les 6 et 7 juillet sera présenté son spectacle qui s'appelle Che dolore terribile e l'amore. Et donc c'est un spectacle que nous accompagnons en coproduction, mais aussi nous faisons la production déléguée de la tournée française. Et puis il y aura plus tard, le 20 et 21 juillet, le spectacle d'Andrea Jiménez qui s'appelle Casting Lear, un spectacle autour évidemment du drame de Shakespeare, mais qu'elle mêle avec sa propre histoire et sa relation avec son père. Et ce spectacle se distingue par le fait que chaque soir, c'est un autre acteur qui vient jouer Lear, et le père d'Andrea, le roi Lear, le rôle titre. Et que l'acteur n'est absolument pas au courant ni du spectacle, ni ce qu'il est censé dire et faire, et qu'il est dirigé par une oreillette pendant tout le spectacle, par Andrea et par l'assistant d'Andrea sur le plateau. À Garonne, ça va être donc Robert Cantarella qui va jouer Lear le 20, et ça va être Emmanuel Domas qui va jouer le 21. Donc venez, ça va être quelque chose. Et puis juste après, ils partiront à Avignon, évidemment, avec d'autres acteurs, puisque c'est le principe d'Andrea. Qu'est-ce que je dois vous dire encore ? Oui, en plus de ces spectacles que nous avons accompagnés dans le cadre des avant-premières à Avignon, nous sommes présents au Festival d'Avignon avec 2 autres spectacles coproduits et un spectacle que nous amenons dans le off. Il s'agit de Conte Solo de Daniele De Michele, qui a été créé en avril dernier. Donc si vous ne l'avez pas vu ici en avril dernier, allez le voir évidemment à Avignon. Ça sera à la Manufacture à 21h50. Et si vous l'avez vu, s'il vous plaît, parlez-en et envoyez-nous du monde. Un mot très court sur la politique tarifaire, puisqu'elle est inchangée. Donc nous n'avons rien à dire. Petit changement notable, être jeune à Garonne, c'est désormais avoir moins de 30 ans. Donc ça, c'est important. Et souligner aussi que l'université Jean Jaurès renouvelle et étend financièrement son partenariat avec une proposition qui défie décidément toute concurrence pour ses étudiants et ses étudiantes de 3 spectacles pour 15 €. Et pour finir, évidemment, nous aimerons remercier tous nos partenaires. Et là, je vais avoir besoin du petit programme, puisque tout d'abord, nos partenaires institutionnels, donc évidemment, la DRAC Occitanie, la ville de Toulouse, la région Occitanie et le département, le Conseil général de la Haute-Garonne. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit en début de soirée, nous sommes en dialogue avec eux pour trouver des solutions. J'aimerais remercier à nouveau tous les partenaires de cette saison qu'on vous a cités le long des spectacles, qui sont vraiment très très nombreux. Et je ne vais pas vous les reciter puisqu'on les a cités, mais j'aimerais vous citer les autres, puisque nous avons aussi le soutien de l'ONDA, l'Office national de la diffusion artistique, de la Villa Albertine, donc de l'ambassade de France aux États-Unis, de la Fondation d'entreprise Hermès, de Occitanie en scène, de Pyrénart, de la Caisse d'épargne, de Ombre Blanche et de Anne et Valentin et de l'imprimeur Reprint. Nous avons construit aussi cette saison avec le concours du Festival d'Avignon, de l'Université Jean Jaurès, dans le cadre de son programme actif, de la culture relax dont on vous a parlé et de Ville pour tous. Vous dire aussi que le Théâtre Garonne est membre du FONDOC, donc ce réseau de
régionales de théâtre et des scènes. On se voit ensemble et on essaye de co-construire des tournées cohérentes à l'échelle du territoire régional. Nous sommes membres du Syndéac et nouveaux membres, maintenant Marie en a parlé, et nous en sommes très fiers, des scènes inclusives. Voilà, j'aimerais aussi citer, parce qu'ils sont très importants, nos partenaires médias, Le Brigadier, Intramuros, La Dépêche, Mouvement, Coup d'œil, Culture 31, Radio, les archives du spectacle, Clutch et Ramdam. Voilà. Place maintenant à l'air, s'il y en a. Place au pot qui a été préparé par David du Bistrot. Et place aux discussions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à vous, bonne soirée et merci à l'équipe. Oui, c'est un peu vachard de ma place puisque j'avais déposé mes petits papiers. J'ai oublié de remercier évidemment mes derniers remerciements et nos derniers remerciements. Allez à l'équipe, à toute l'équipe. Merci à vous. Et, oui, le travail qu'on essaye de mettre en place et le théâtre de Garonne de demain qu'on essaye de construire se fait dans un esprit de co-construction et c'est très très important. Et je vraiment remercie et salue le dévouement exceptionnel de l'équipe du théâtre Garonne, surtout dans cette période-ci. Merci beaucoup.